Merci beaucoup. À moi de remercier Rémi et François pour m'avoir invité à ce magnifique colloque. Et désolé de ne pas avoir pu d'ailleurs venir hier, on a un petit problème d'ordre logistique familial. Donc en fait, malheureusement, je ne suis pas un grand spécialiste de l'ours polaire. Je suis un biologiste de la conservation qui travaille sur pas mal d'autres espèces. Mais néanmoins, depuis quelques années, nous nous sommes mis en collaboration avec des collègues canadiens qui travaillent à l'Université de Toronto, à la Queen's University, ce qui nous a permis de développer une série de nouvelles approches au niveau de la génétique de l'ours polaire qui, on l'espère, va permettre d'apporter quelques informations pour permettre de gérer au mieux les dernières populations d'ours, et particulièrement celles du Canada. Et donc, en effet, l'objectif ici de mon séminaire, c'est d'essayer vraiment de vous expliquer l'intérêt que ces nouvelles techniques de génétique peuvent apporter à la conservation, à la préservation de toute une série d'espèces qui sont menacées. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas généticien non plus, je suis plutôt un naturaliste qui travaille sur pas mal d'espèces menacées, mais je me suis rendu compte, il y a quelques années, que ces outils de génétique pouvaient vraiment être extrêmement puissants pour répondre à toute une série de questions qu'on n'arrivait pas à répondre avec des techniques classiques, qui étaient la bonne vieille paire de jumelles ou d'autres méthodes. Alors, pendant quelques instants, je vais d'abord rappeler un peu le point de la situation et comment la génétique de la conservation, parce que c'est cette discipline, en fait, cette discipline a un nom, elle s'appelle la génétique de la conservation. Donc, j'expliquais un peu comment cette discipline est apparue, et puis après, je montrerai un peu comment on échantillonne du matériel pour travailler en génétique sur le terrain, et après, je vais vous donner une série de premiers résultats, mais qui ne sont encore que préliminaires, qui vont vraiment être aboutis d'ici quelques temps, lorsqu'on aura encore plus d'échantillons, en collaboration avec mes collègues de l'Université Queen's du Canada. Alors vraiment, ça va être un rappel extrêmement rapide, parce que je pense que la majorité d'entre vous le savent. Le taux d'extinction à l'heure actuelle est estimé entre 1000 à 10 000 fois supérieur par rapport à ce qu'il devrait être de manière naturelle. Et ce taux d'extinction, naturellement, est particulièrement marqué chez certains groupes d'animaux, comme par exemple les oiseaux, les batraciens ou encore les mammifères. On estime à l'heure actuelle qu'à peu près 25% des mammifères sont menacés d'extinction, et ceci dans un laps de temps qui sera quand même très court, c'est l'ordre d'une trentaine d'années ou une cinquantaine d'années, donc c'est quand même très très important. Et parmi les mammifères, toute une série d'espèces emblématiques, comme des félidés, des ursidés, ainsi de suite, disparaissent un peu partout sur la surface de la planète, et l'ours polaire, naturellement, en est un des emblèmes les plus marquants. Alors, on estime ainsi que le taux d'extinction des espèces est si important qu'à l'heure actuelle, on considère qu'on est en train de vivre la 6e phase d'extinction des animaux, après celle qui a conduit à la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années. La seule différence, c'est qu'il y a 60-65 millions d'années, c'était un météorite ou peut-être du volcanisme, alors qu'à l'heure actuelle, c'est l'espèce humaine qui est responsable de ce phénomène d'extinction. Donc je pense que nous avons une responsabilité tout à fait particulière pour essayer de pallier, en tout cas, de changer l'ordre des choses. Mais il y a beaucoup de travail, puisque ça fait plus de 20 ans que la Convention de Rio a été mise en place, et on ne voit pas beaucoup de changements dans le positif. Au contraire, on va plutôt dans le négatif. Et donc, la destruction de toutes ces espèces est liée à toute une série de paramètres. Le premier, c'est la destruction des habitats, qui est probablement un des facteurs les plus marquants. L'introduction des espèces, qui est aussi très très important, ça ne touche pas trop l'ours polaire, quoique, on pourrait imaginer certains pathogènes, ainsi de suite, qui pourraient arriver dans ces régions. Le changement climatique, qui lui touche naturellement de manière beaucoup plus directe les ours polaires, je pense qu'il y a eu quelques présentations qui l'ont montré de manière très forte. La pollution et les maladies qui, quelquefois, peuvent découler de la pollution. Et donc, comme je l'expliquais, l'ours polaire, lui, est particulièrement touché par le changement climatique, naturellement, qui réduit chaque année, particulièrement en été, les calottes glaciaires. Par là, on a une fragmentation de l'habitat qui est la banquise, qui est tout à fait non négligeable. D'autres facteurs, naturellement, sont les pollutions. Je crois qu'il y a eu aussi une présentation qui va avoir lieu à propos de l'impact de tous ces micropolluants qui se concentrent chez ces espèces qui sont au sommet de la chaîne trophique. Et donc, toutes les concentrations de ces micropolluants sont vraiment énormes au niveau de ces animaux. Et ces pollutions peuvent avoir un effet direct
sur une diminution du système immunitaire qui peut conduire à des animaux qui vont être plus faibles, moins résistants par rapport à une série de pathogènes qui eux-mêmes pourront arriver avec le changement climatique. Donc les pathogènes eux-mêmes changent d'aire de distribution, et s'il y a par exemple des contacts entre des populations d'ours bruns nord-américains avec des ours polaires, eh bien il pourrait par exemple y avoir des risques de transfert de certains pathogènes. Et les animaux, diminués au niveau du système immunitaire par justement la pollution, par le stress, pardon, eh bien pourront peut-être être plus touchés par ce genre de maladie. Donc là, je pense qu'il y a toute une série d'études qui devraient être continuées et approfondies à ce niveau-là. Et donc l'ensemble de ces paramètres sont repris sur le terme général des changements climatiques, des changements globaux, ou global changes en anglais. Et donc le changement climatique ne reprend qu'un des facteurs parmi tous ces changements globaux. Donc une fois que vous entendez à la télévision toutes ces discussions sur les changements climatiques, dites-vous bien que ce n'est qu'un des facteurs qui est responsable de la phase d'extinction à l'heure actuelle. Et donc suite à ces constats d'extinction d'espèces, eh bien une nouvelle discipline est apparue il y a environ une quarantaine d'années, qui s'appelle la biologie de la conservation. Donc la biologie de la conservation, qu'est-ce que c'est ? C'est un domaine de recherche interdisciplinaire qui a comme objectif bien de diminuer la crise d'extinction actuelle et de maintenir la diversité biologique. Et donc les biologies de la conservation sont très variées. On va retrouver des généticiens, on va retrouver des écologistes, on va retrouver des gens qui sont spécialisés dans l'élevage conservatoire de certaines espèces en voie de disparition, dans la restauration des milieux, des sociologues même qui vont essayer de comprendre les relations entre les populations humaines et les espèces sauvages. Et c'est ça qui fait l'intérêt probablement aussi de cette discipline, c'est que c'est vraiment interdisciplinaire et qu'on échange toute une série d'informations pour arriver donc à l'objectif final qui est de conserver, de préserver les espèces. Eh bien, de manière surprenante, les applications de la génétique, qui est pourtant un outil de plus en plus puissant et de plus en plus à la mode, eh bien, les outils de la génétique ont été encore relativement peu utilisés dans le domaine de la biologie de la conservation pour la conservation donc, précise et pragmatique de certaines espèces. Et pourtant, ces outils peuvent s'avérer extrêmement utiles et l'objectif de ma conférence va être peut-être d'essayer de vous convaincre, j'espère qu'on y arrivera. Alors, les contributions justement de la génétique, et particulièrement pour l'étude des ours polaires, eh bien, elle peut apporter toute une série d'informations. Premièrement, elle permet de délimiter des unités de gestion au sein des espèces. Donc ces unités de gestion peuvent être utilisées comme des entités biologiques de base qui vont permettre de mettre en place toute une série de mesures de gestion. Par exemple, vous le savez, les ours polaires sont divisés en une série d'unités de gestion un peu partout, donc au niveau de l'hémisphère nord. Eh bien, la génétique permettra de mieux définir ces unités de gestion et de confirmer ou non la réalité de ces unités de gestion qui ont été définies auparavant. Elles permettent naturellement, les techniques génétiques permettent aussi de proposer des meilleures mesures de gestion pour certaines espèces menacées. Par exemple, certains projets demandent de transloquer des animaux de certaines régions qui ont une diversité génétique importante. Dans d'autres régions, la diversité génétique est moins importante. Et ainsi, ça permet de renforcer le potentiel génétique des espèces pour résister, par exemple, de manière plus efficace aux pathogènes, par exemple, à certaines maladies ou à des changements de l'environnement. La génétique permet aussi de mieux définir, de détecter les déclins de la diversité génétique. Est-ce que dans certaines populations, on va avoir une diminution de la diversité génétique? Et ceci permettra de décrire le passé, le présent, mais aussi de prédire le futur de la variabilité génétique de toutes ces espèces menacées, et par là d'essayer de mieux estimer leurs chances de survie sur le long terme. Il est bien connu qu'une espèce aura d'autant plus de chances de survivre sur le long terme que si cette espèce est génétiquement bien diversifiée. C'est ça qui lui donnera les meilleures armes pour résister à toute une série de changements au niveau de son environnement, de ses parasites, de ses pathogènes, ainsi de suite. Et si une espèce est au contraire beaucoup plus homogène, eh bien, elle aura beaucoup plus de risques de disparaître. Des exemples types, c'est le guépard, par exemple, qui est génétiquement très homogène et qui est très fragile par rapport à toute une série de pathogènes. La génétique permet aussi de mettre en évidence de possibles risques de dépression de consanguinité chez les espèces en danger. Dépression de consanguinité, donc risque par exemple de concentrer certaines tares génétiques qui peuvent de nouveau donner naissance à des maladies génétiques graves ou même des malformations, par exemple. Et enfin, eh bien, la génétique permet aussi d'estimer le degré de fragmentation et les flux géniques qui peuvent exister entre les populations. Donc, par exemple, pour les ours polaires, eh bien, il sera possible de voir si des
des animaux peuvent passer d'une unité de gestion à l'autre et d'estimer en fait la distance à laquelle les animaux vont pouvoir se déplacer. Et quelquefois, avec des observations directes, eh bien, il n'est pas du tout évident d'obtenir ce genre d'informations. Alors par exemple ici, nous, après je vais venir sur l'ours polaire, mais c'est juste pour vous expliquer un peu le concept et l'intérêt de nos études. Au niveau de l'Europe, on travaille sur toute une série d'espèces menacées, dont une est le vison d'Europe, qui est considéré comme des espèces les plus rares au monde. Il y en a probablement même moins que des ours polaires, ce qui n'est pas peu dire. Et à l'heure actuelle, vous voyez, la distribution de ces visons, en fait, n'est repris que dans les zones colorées en vert. Vous voyez, et encore, on est très optimiste par rapport à ce qui est représenté en gris et qui représentait la distribution de l'espèce il y a environ une centaine d'années. Eh bien, grâce à la génétique, eh bien, nous avons pu mettre en évidence que ces différentes populations étaient divisées en 3 grands groupes génétiques qui avaient à l'heure actuelle très très peu de contacts les uns par rapport aux autres. Et surtout, nous avons pu montrer que les animaux qui vivent ici dans le sud-ouest de la France eh bien, provenaient très certainement d'un très petit nombre d'individus qui venaient du nord-est de l'Europe, là, du côté de la Russie, et qui ont fondé très probablement la population de visons de nos régions. Alors le problème, c'est comme le nombre de fondateurs était tellement petit, eh bien là on se retrouve face à un niveau de consanguinité extrêmement puissant, extrêmement important, qui conduit pour le moment eh bien, à la disparition annoncée quasiment de cette espèce, en tout cas particulièrement au niveau du nord-ouest, enfin du sud-ouest de l'Europe. Et bien voilà, la génétique a permis de mettre en évidence ce type d'informations, et à l'heure actuelle, eh bien, on essaye par exemple de mettre en place des élevages conservatoires qui viseraient à amener quelques animaux qui sont génétiquement plus diversifiés dans ces régions pour renforcer les populations du sud-ouest de l'Europe et essayer de leur donner eh bien, les meilleures chances de survie à long terme. Donc vous voyez, voilà un exemple typique que l'on peut développer avec les techniques génétiques et qu'on ne pouvait pas développer avec des techniques plus classiques. Alors suite à ces différentes recherches que nous développons en Europe, en Afrique et en Asie du Sud-Est, eh bien, nous avons mis en place des collaborations avec un de nos collègues, donc, qui est Peter de Groot, donc un chercheur éminent qui travaille depuis des années sur les ours polaires et qui nous a proposé eh bien, de travailler avec nous pour justement développer toutes ces techniques de génétique et essayer d'aller plus loin dans l'estimation des populations d'ours polaires et aussi essayer de voir un peu quel était l'état de santé génétique de ces populations. Et donc pour nous, c'était une belle opportunité de travailler sur cette belle espèce et d'apporter aussi bien notre expérience pour tenter, bien, encore une fois, d'apporter quelques informations qui pourraient être utiles. Alors l'objectif de cette étude génétique que nous avons développée donc, en étroite collaboration avec Peter, d'abord a été d'estimer la taille de la population d'ours polaires dans la région étudiée. Donc ici, Peter travaille principalement dans le Nunavut. D'ailleurs, je crois que Marcus Dick, je ne sais pas où il est, mais on a travaillé, enfin on a été mis sur les mêmes publications, mais je ne l'ai jamais rencontré. Donc voilà. Il est là, bonjour, ben voilà, hello Marcus. Donc Marcus connaît très très bien Peter et les études qu'il développe. Et donc, justement, l'objectif de cette première étude génétique donc, était de travailler dans cette région du Nunavut pour essayer bien d'estimer si ces populations étaient en déclin, ou au contraire si elles étaient stables, ou si elles étaient même en augmentation. Alors, ce type d'information est extrêmement utile, particulièrement, notamment, aux relations avec les populations inuites qui vivent dans les régions et qui voudraient savoir bien s'ils peuvent encore chasser ou non les ours polaires dans la région, puisque bon, l'ours polaire est une rentrée économique non négligeable dans la région. Donc ce type d'information a vraiment un impact extrêmement important au niveau de la gestion de l'espèce dans la région. Ce qui était intéressant aussi, c'était d'étudier le sexe ratio des populations étudiées, donc essayer de voir s'il y a autant de mâles et de femelles, ou au contraire s'il y a une disproportion entre le nombre de mâles ou le nombre de femelles, ce qui peut arriver par exemple en Afrique, lorsque trop d'animaux mâles, qui sont des beaux trophées, sont tirés par rapport aux femelles. Et là, il était intéressant aussi donc d'avoir une information de ce type-là sur ces populations. Il est intéressant aussi d'estimer le degré de diversité génétique des populations étudiées pour voir justement si ces populations sont en bonne santé génétique, si elles peuvent vivre sur le long terme, encore une fois. Et enfin, grâce à toute une série de nouvelles techniques que je vous expliquerai tout à l'heure, maintenant il est possible d'étudier même le régime alimentaire des populations étudiées, tout simplement sur base de leurs fesses. Donc il n'y a plus besoin maintenant d'étudier de manière directe les animaux. En récoltant quelques fesses, eh bien, il y a moyen d'étudier de manière assez précise ce que les ours polaires peuvent manger.
Alors, le problème, naturellement, je travaillais sur des petites bestioles en Europe. Ben, moi, pour aller travailler sur mes animaux, je prends ma voiture et puis je trouve toujours une route pas très loin des zones que j'étudie. Naturellement, ben, dans les régions arctiques, les régions polaires, il n'est pas du tout évident de collecter les animaux et de les étudier. Donc, jusqu'il y a encore très peu de temps, et encore même maintenant, une des seules solutions, peut-être qu'on vous l'a déjà montré lors des présentations précédentes, une des seules manières d'étudier les ours polaires, c'est de faire des expéditions en hélicoptère pour dénombrer les animaux et, avec un peu de chance, endormir les animaux, en prendre un bout de tissu pour pouvoir les étudier, ou alors ne pas les endormir, mais utiliser des fusils à biopsie qui, d'hélicoptère, permettent de récupérer un petit bout de tissu qui permettront de faire toute une série d'études. Vous pouvez imaginer naturellement le côté invasif de ce genre d'approche, parce que même si vous n'endormez pas l'animal, eh bien, le stress naturellement d'avoir un hélicoptère au-dessus de la tête n'est quand même pas tout à fait efficace. Et donc ceci a amené d'ailleurs pas mal de polémiques, notamment au niveau des communautés inuites qui ne voyaient pas d'un bon œil ces travaux faits par hélicoptère. Alors bon, naturellement, il faut trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas étudier des animaux en les observant à 3 km. Et donc, voilà, ici une des techniques. Alors j'ai un petit film, vous voyez, Peter est ici, voilà notre collaborateur. Et donc nous travaillons en étroite collaboration avec les Inuits. Et donc voilà le fameux fusil à biopsie qui permet donc d'aller récupérer donc un petit bout de tissu, mais ce qui n'est pas évident chez les ours, parce que l'épaisseur des poils est tellement importante que la petite balle creuse a beaucoup de difficultés à rentrer à l'intérieur de la peau des animaux. Alors je crois que j'ai un petit film, vous voyez, je ne sais pas si ça va marcher. Ouais, regardez, ça marche, c'est super la technologie. Vous voyez, c'est des petits fusils, et puis là, poc, voilà, on tire et on va donc collecter un petit bout de tissu qui va tomber de l'ours et il y a une espèce de petite plume orange qui permet aux chercheurs d'aller récupérer l'échantillon quelques minutes après. Alors vous pouvez imaginer naturellement que cette technique est quelque peu dangereuse parce qu'il faut s'approcher assez près des animaux et même si les projets sont de tirer les animaux à partir de skidoo, il faut quand même être très rapide parce qu'il faut s'approcher à quelques dizaines de mètres à peine des ours. Donc oui, c'est une technique qui n'est quand même pas toujours évidente. Et en fait, bien, Peter, dans ses recherches, et nous, dans nos recherches aussi, sommes arrivés en fait à un même point de vue, à savoir l'utilisation d'approches qu'on appelle les approches non invasives. Alors, il faut imaginer qu'à l'heure actuelle, alors là, vous voyez, il suffit de regarder les feuilletons que vous regardez chaque semaine à la télévision, vous regardez les experts à Miami ou à New York, ainsi de suite. Eh bien, en regardant ces feuilletons, alors on n'est pas des experts, nous, on n'a pas les beaux laboratoires comme ils ont dans ces feuilletons, mais néanmoins, on utilise un peu les mêmes techniques. Et donc, il faut savoir que maintenant, avec quelques poils, un morceau de fesses, de l'urine dans la neige, un peu de salive, eh bien, il est possible tout à fait de génotyper les animaux et de connaître toute une série d'informations extrêmement utiles pour les espèces qui sont souvent assez difficiles à étudier. Alors ici, c'est un petit exemple, par exemple, que nous faisons en Europe. Alors justement, j'en parlais à nos amis canadiens, puisque à l'heure actuelle, nous avons un problème d'invasion de castors canadiens. Vous voyez ? Donc, nous, quelquefois, on a amené quelques animaux d'Europe vers l'Amérique du Nord, mais nous, on a un peu le même problème. On a du vison d'Amérique qui arrive en Europe, on a du castor canadien qui arrive en Europe, et ça pose pas mal de problèmes parce que, naturellement, le castor canadien se retrouve en compétition avec le castor européen, et comme le castor canadien est beaucoup plus costaud, a un potentiel de reproduction meilleur, et bien très rapidement, il est en train de prendre le pas sur le castor européen. Et donc, en collaboration avec toute une série de pays européens où le castor canadien était introduit, c'est-à-dire l'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, le nord de la France, la Belgique et la Finlande, par exemple, eh bien, on a mis au point des techniques qui permettent de différencier les deux espèces de castors pour pouvoir éliminer le castor canadien. Et donc, parce qu'il faut savoir en effet que ces deux castors se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Une fois qu'on les a face à face, il est quasiment impossible de les distinguer. Et bien, une des techniques pour étudier ces castors sans la déranger, eh bien, c'est la technique du piège à poils. Alors, la technique du piège à poils, c'est quoi ? C'est d'installer 10 piquets avec un petit morceau de fil de fer barbelé. Et par exemple, ici, chez les castors, on met ce fil de fer barbelé dans une coulée, par exemple, où le castor va passer. Et donc, après un jour ou deux, eh bien, le castor sera passé et aura laissé quelques touffes de poils au niveau de ces fils de fer barbelés. Et il suffit aux chercheurs d'aller récupérer ces quelques poils, de les mettre dans un tube en éthanol, de le ramener au laboratoire, et il est possible d'identifier l'espèce, et il est même possible d'identifier les individus. Donc on peut savoir quels sont les individus qui vivent dans ces régions. Eh bien, Peter, en fait, a mis au point exactement la même technique, mais à beaucoup plus large échelle, vous voyez, en mettant en place, voyez, on voit là ici, c'est un film, en mettant en place des pièges à poils, qui consistent en fait en des enclos, vous voyez, qui sont entourés de fils de fer barbelés, et au centre duquel on va mettre un piquet avec de la viande, un morceau de viande de phoque, n'importe quoi, et qui vont attirer les ours polaires. Et donc, après un jour ou deux, si un ours polaire se balade dans la région, eh bien, il y a de fortes chances qu'il soit attiré par l'appât, et en essayant d'enjamber la clôture pour prendre
l'appât, eh bien, il va laisser quelques poils à son passage. Et ces quelques poils vont être récupérés par les collègues canadiens. Et à partir de là, vous voyez ici, voilà le piège à poils avec l'appât et le piquet, hein, avec son appât. Et à partir de là, bien voilà, il y a moyen quelquefois de récupérer des poils d'ours polaire, même assez fréquemment, poils qui vont être amenés au laboratoire et qui vont permettre d'effectuer toute une série d'études génétiques sans avoir pour cela observé les ours polaires. Alors pour un biologiste, un peu frustrant, hein, on ne voit rien que des poils d'ours polaire, mais naturellement c'est une approche qui est beaucoup moins invasive que ces approches par hélicoptère et qui permettent aussi de travailler sur de larges échelles, de grands transects, puisque là Peter a mis en place des transects qui font presque 700 km de long dans toute une région donc du nord Nunavut, et sur ces 700 km, eh bien, il est possible donc, de récupérer toute une série d'échantillons de poils. Donc vous voyez, voilà à peu près l'idée donc, de cette approche non invasive qui est développée donc, par Peter depuis 2006, depuis 6-7 ans, et donc qui se développe en collaboration avec nous. Et donc après, toute une série, ça c'est des petites images un peu pour vous montrer un peu l'ambiance. Hein. Ceux qui sont déjà allés en Arctique vont s'y retrouver. Donc ces expéditions donc, sont mises en place depuis environ 2006. En général, donc, elles partent du village de Johaven, qui est une petite communauté inuite. Vous voyez, charmante cité balnéaire avec des palmiers dans les rues. Enfin, vous voyez des choses un peu froides quand même, où le vent souffle assez fréquemment, mais qui est naturellement très intéressante parce que c'est à partir de là que les expéditions sont mises en place en étroite collaboration avec les communautés inuites. Donc en fait, ces expéditions ne peuvent pas être développées sans l'aide des Inuits. Donc il y a vraiment une collaboration très très forte qui existe depuis plusieurs années avec la communauté de Johaven. Et donc, naturellement, même si la logistique ne demande pas un hélicoptère, néanmoins, c'est quand même une organisation qui est non négligeable, que Peter fait d'une main de maître à l'heure actuelle, puisque ces expéditions doivent avoir du matériel pour faire vivre une équipe d'une dizaine de personnes pendant environ 3 semaines à 1 mois. Et donc, en général, il faut 3 à 4 traîneaux qui sont remplis à ras-bord de nourriture, d'essence, ainsi de suite, et qui sont tirés par des skidoo qui permettent de monter donc, dans les régions du Nord et d'arriver dans les régions d'intérêt où les ours polaires se trouvent. Alors aussi, c'est juste pour un petit exemple pour vous montrer, c'est encore un petit film, pour vous montrer que c'était quand même pas toujours très confortable d'utiliser ce genre de technique, mais bon, il n'existe pas beaucoup. Donc ici, c'est un petit exemple, vous voyez, j'étais assis face à mon collègue autrichien, et c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on est à peu près comme ça pendant 8 heures par jour, vous voyez. Donc ça rappellera certainement les personnes qui travaillent dans les régions polaires quelques bons souvenirs, et donc on a intérêt à avoir un bon dos, parce que souvent on est un peu fatigué à la fin de la journée, mais ce sont naturellement les seules techniques pour pouvoir donc se déplacer dans ces régions. Et donc c'est là d'ailleurs que j'ai remarqué que la banquise n'était pas plate du tout, et qu'il y avait beaucoup de bosses dans ces régions. Ça, je peux vous le dire. Et donc voilà, et donc à partir de là, il y a toute une série de cabanes qui sont autant de camps de base qui permettent donc de se déplacer et de mettre en place ces différents pièges à poils. Vous voyez, ça c'est l'équipe, on était parti là en 2011, il y a déjà un peu plus d'1 an. Vous voyez, on a tout le confort d'un hôtel 3 étoiles. Le seul problème, ça je vais parler aussi à mes collègues canadiens, c'est que les Canadiens visiblement ne connaissent pas les chauffages. Et donc moi, en tant qu'Européen vivant à Montpellier, je peux vous dire que le matin quand on se réveille qu'il fait -20 dans la cabine, je peux vous dire que c'est un peu froid, quoi. Mais bon, peut-être qu'en s'habituant, en y allant plusieurs fois, je m'habituerai, mais c'est vrai que voilà, la prochaine fois, je crois que je prendrai ma petite chaufferette avec moi, et puis alors comme ça, j'aurai un peu moins froid. Et donc voilà, et donc après, l'objectif donc, de ces expéditions, c'est de se balader. Donc, vous voyez ici, c'est un immense transect qui fait quasiment 700 km de long, que Peter a mis en place depuis pas mal d'années. Et donc, tous les 20 à 30 km, un piège, comme je vous ai montré tout à l'heure, est installé dans l'objectif de récupérer du matériel. Vous voyez, voilà, ici un piège qui vient d'être installé, et donc tous les quelques dizaines de kilomètres, tout le monde s'installe, on débarque les fils de fer barbelés, les piquets, et ainsi l'expédition continue à avancer. Alors après, cette étude vient seulement vraiment de commencer, il y a à peine 3-4 ans, et on vient seulement d'obtenir les premiers résultats de ces études. Mais enfin, n'empêche, il commence à y avoir déjà quelques premiers résultats, notamment au niveau de l'estimation de la taille des populations de la région et aussi de leur sexe ratio. Donc, qui vivent dans le nord de la région Nunavut. Donc un premier papier d'ailleurs est actuellement sous presse, là, vient d'être publié, où d'ailleurs, vous voyez, Marcus est associé d'ailleurs, et donc qui a pour objectif de montrer l'intérêt de ces techniques de collecte non invasive par rapport à des approches encore une fois plus invasives que sont les hélicoptères ou le tir des animaux.
Et donc, ce papier, je me permets de donner les résultats, puisque ce papier est sous presse, donc ce ne sont plus des données qui sont confidentielles. Cette étude donc, a été basée sur 300 échantillons qui ont été collectés pendant plusieurs années et qui correspondent donc à 145 pièges à poil. Donc, vous imaginez, les collègues canadiens ont installé 145 pièges à poil dans toutes ces régions, mais c'est la seule solution pour avoir des informations très précises. Après, donc, ils ont travaillé sur 6 marqueurs microsatellites, donc qui sont des marqueurs génétiques. Je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi ça correspond. Ce sont des marqueurs en fait qui permettent d'étudier de manière très précise l'identité génétique des animaux. Et puis alors, en collaboration donc avec ma postdoctorante Marie Pagès, qui est spécialiste des ours, eh bien, elle a pu étudier le sexe des animaux et donc de savoir si les animaux, les échantillons qui avaient été collectés, étaient des mâles ou étaient des femelles. Il faut imaginer donc, que Marie est devenue une grande spécialiste des ours et c'est grâce à elle d'ailleurs aussi que ce projet a pu se mettre en place, puisque Peter nous a demandé aussi conseil par rapport à ce genre d'approche. Alors, qu'est-ce que sont les microsatellites, justement? Alors, il faut imaginer, bon, tout le monde n'est pas généticien, donc je vais essayer d'être vraiment le plus précis possible. Et en fait, les microsatellites, ce sont des séquences d'ADN qui sont répétées. Vous voyez, l'ADN est composé de 4 bases, les cytosines, les thymines, les adénines, les glutamines. Et ici, en fait, les microsatellites, ce sont des successions, vous voyez ici, de cytosine, thymine, cytosine, thymine, cytosine, thymine. Ce sont des petites séquences, comme ça, en tandem, qui sont dispersées un peu partout dans le génome des animaux. On ne sait pas très bien à quoi ils servent, mais en tout cas, ils sont spécifiques à chaque individu. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils évoluent très rapidement. Donc, ce sont des outils extrêmement sensibles qui permettent, en fait, d'étudier les animaux à des échelles vraiment de l'ordre de l'individu. Ce sont ces types d'outils qu'on utilise pour faire des tests de parenté, par exemple, voir si on est bien le fils de son papa ou le fils de sa maman. Donc ce sont des outils qui sont vraiment très très précis. Et donc en gros, par exemple, pour chaque microsatellite étudié, eh bien on a deux possibilités. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple, vous voyez ici on a ce qu'on appelle un allèle. Donc on hérite chacun d'un microsatellite, d'un allèle microsatellite de son papa et d'un allèle microsatellite de sa maman. Alors si le microsatellite du papa et de la maman est le même, on va appeler ça un homozygote, parce que les deux allèles seront exactement les mêmes entre le papa et la maman. Et quand on étudie ce genre quand on a ce genre de caractéristiques, et bien voilà, on va voir par exemple dans nos analyses, on fait des gels comme ça pour mettre en évidence nos résultats, et on va voir une seule bande qui correspond en fait à l'allèle qui est hérité de la maman et à la fois du papa. Ici, c'est un autre individu qui a hérité d'un autre allèle. Par contre, quelquefois, on peut avoir un allèle qui vient du papa qui sera différent de l'allèle qui vient de la maman. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on aura deux bandes. Une bande qui correspond à l'allèle qui vient du papa et l'autre bande qui vient de l'allèle de la maman. Et à partir de là, on va travailler sur toute une série de microsatellites et on va avoir une espèce vraiment de carte d'identité génétique avec toute une série de bandes qui vont être plus ou moins différentes d'un individu à l'autre. Et à partir de là, encore une fois, on peut identifier des animaux et à partir de là, eh bien, numériser, donc identifier le nombre d'individus qui vivent dans une même région. On peut aussi voir si des animaux ont été capturés il y a 4-5 ans et s'ils vont être recapturés 4 à 5 ans plus tard. Donc ça permet de voir si des animaux sont sédentaires ou au contraire s'ils bougent énormément. Donc ça donne une petite idée aussi du pouvoir de dispersion des espèces. Alors les résultats de cette première étude ont montré, en fonction des analyses, parce que ce sont toujours des estimations, que la région étudiée, donc qui est quand même déjà une région assez importante, le nombre d'individus était entre 59 et 82 individus, ce qui était un nombre qui était non négligeable et qui était assez intéressant et assez important. Ce qui était intéressant aussi, c'était de remarquer que visiblement, par les analyses de sexage, il semblerait que ce sont plutôt les mâles qui ont été collectés par cette approche non invasive par rapport aux femelles. Et d'après l'étude des traces que les chasseurs inuits ont pu aussi effectuer, parce que les chasseurs les inuits sont de terribles observateurs, par rapport à la taille des traces qu'on retrouve dans la neige, il est possible d'estimer si l'animal est un jeune ou au contraire s'il est adulte. Et en fonction de ce recoupage d'informations, l'hypothèse a été que ce sont plutôt les jeunes mâles qui sont attirés par ces pièges à poil par rapport à d'autres animaux. Et donc cette observation s'explique peut-être facilement, étant donné que ce sont souvent les jeunes mâles qui bougent beaucoup plus, qui sont moins philopatriques, donc moins sédentaires, et qui sont souvent aussi moins prudents. Donc, lorsqu'ils vont voir quelque chose de nouveau sur leur territoire, ils vont peut-être avoir plus de curiosité et s'approcher plus de cet aspect étrange. Alors que des femelles ou des vieux mâles qui ont déjà pas mal vécu, eux vont être peut-être plus réticents à aller découvrir ce genre de matériel.
Donc voilà, donc ça c'est peut-être un des petits biais qui peut venir à partir de cette technique, mais enfin néanmoins c'est quand même une approche qui est quand même très intéressante, puisque ça a permis en tout cas au moins d'identifier un certain nombre d'individus dans la région. Puis alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a donc une possibilité de recapturer des animaux qui avaient été déjà observés au cours des années précédentes. Et là, en fait, bien les études génétiques ont montré qu'il y avait un faible nombre d'animaux qui étaient recapturés 3-4 ans plus tard. Alors là, bon, il y avait plusieurs hypothèses qui ont été émises. Premièrement, c'est qu'il y aurait une augmentation de la taille des populations qui fait que il y a moins de chances de récupérer et de recapturer le même individu dans une même région. Ou alors aussi que les mouvements des ours polaires serait peut-être beaucoup plus important que ce qu'on imaginerait, et ce type d'information semble être confirmé par le fait que deux individus qui provenaient de la région de golfe de Boutia, je ne sais pas comment on dit en français, eh bien deux animaux qui venaient de cette région à quelques centaines de kilomètres de là, eh bien, ont été analysés, ont été identifiés dans la région du Nord Nunavut. Donc visiblement, eh bien, ces unités de gestion qui avaient été définies semblent assez poreuses et en fait permettent des mouvements beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait imaginer d'une région à l'autre au niveau de ces ours polaires. Alors naturellement, ces résultats maintenant vont être validés par des approches, je dirais plutôt classiques, qui vont essayer d'estimer selon d'autres méthodes les densités des populations des animaux. Et si toutes ces approches sont confirmées et validées, eh bien cela confirmera définitivement que ces approches non invasives sont extrêmement utiles et extrêmement intéressantes pour étudier la biologie de l'ours polaire dans ces différentes régions, et pourquoi pas, ces techniques pourraient être utilisées aussi dans d'autres régions du monde où vivent les ours polaires. Ici, c'est vraiment une région d'essai, une région laboratoire pour voir si ces techniques fonctionnent bien. Une autre technique aussi pour essayer de diminuer le biais possible des animaux qui sont attirés par ces pièges, ce n'est pas de travailler à partir de poils, mais c'est de travailler à partir des fesses. Donc c'est-à-dire qu'on peut, en se promenant dans la banquise ou même autour des pièges, récupérer des fesses des ours qui se baladent dans la région. Et là, naturellement, ces fesses peuvent venir aussi bien de femelles que de mâles adultes, que de jeunes mâles, ainsi de suite. Et donc c'est une des approches qui permettrait peut-être de diminuer en partie le biais qui pourrait être provoqué par rapport à ces pièges, et qui permettrait peut-être d'estimer de manière encore beaucoup plus précise ces approches. Et donc là, au cours des derniers mois, encore une fois, Marie, ma postdoc, a confirmé qu'il était tout à fait possible de travailler aussi à partir de fesses pour estimer ce genre d'informations. Alors, les autres intérêts justement de cette approche non invasive, elles sont non seulement scientifiques, mais elles sont aussi, je dirais, humaines et sociales. Alors, premièrement, la méthode est beaucoup moins coûteuse que des approches par hélicoptère. Peter estimait environ à $50,000 une expédition, mais surtout, ça permet d'associer les communautés inuites locales dans l'étude et le suivi et la mise en place des pièges. Donc vraiment, il y a une intégration de leur expérience ancestrale de terrain et aussi de l'ours polaire. Et ça, c'est vraiment impressionnant, parce que c'est vrai qu'on était sur le terrain. Moi, je n'en revenais pas. On partait toute la journée sur la banquise. Pour moi, tout se ressemblait. Et à la fin de la journée, on revenait exactement au même endroit qui était notre petite cabane qui était perdue au milieu de rien, quoi. Et donc aussi l'expérience des chasseurs inuits pour repérer la trace de ces ours, repérer les fesses, ainsi de suite. Cette expérience, naturellement, est extrêmement importante pour ce genre d'études. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'associer en fait l'expérience de toutes ces communautés dans ce genre d'études. Et donc, c'est ce que je dis là. Donc, il y a vraiment une implication des communautés inuites dans les programmes de conservation des ours polaires, puisqu'à partir du moment où ils sont associés à ces expéditions, ainsi de suite, il y a une conscientisation qui est beaucoup plus marquée et qui permet en fait d'étudier tous ensemble l'estimation des densités de population, par exemple, des animaux. Et par là, de revoir un peu, de discuter s'il est possible de chasser à nouveau quelques ours ou pas, ainsi de suite. Donc il y a vraiment un dialogue qui se met en place grâce au travail de Peter et de ses collègues dans ces communautés inuites. Et donc aussi, en plus, il y a un aspect social et économique qui est important, puisque les chasseurs inuits participent de manière vraiment efficace au niveau de ces expéditions, puisqu'ils sont payés pour nous conduire dans ces régions arctiques et de payer l'utilisation de leur skidoo, leur motoneige, ainsi de suite. Et donc il y a vraiment une activité économique qui se met en place grâce à ces activités. Et ça, je crois que Peter aussi en est vraiment très conscient et considère que c'est vraiment un aspect très important, puisque les communautés inuites sont souvent un peu isolées et ce n'est pas toujours évident d'apporter un apport économique venant de l'extérieur. Alors un autre aspect justement qui est en train de se développer là, grâce à ces techniques non invasives, c'est tout simplement l'étude du régime alimentaire de ces populations d'ours polaires.
Alors en effet, il faut savoir qu'auparavant, pour essayer d'étudier ce que mangeaient ces ours, une information qui est quand même assez importante, eh bien il existait toute une série de techniques. Bon, premièrement, c'était l'observation directe, on regardait un ours qui est en train de manger un morceau de rorqual commun ou un renard polaire, ainsi de suite. Il y avait des observations directes des proies dans les fesses, donc on récupérait les fesses, et dans les fesses, on peut trouver des poils, et d'après la structure de poils, on peut dire s'il s'agit de bœuf musqué, ou s'il s'agit de renard polaire, de loup, ainsi de suite. Mais bon, ce sont des techniques qui sont souvent assez complexes. Il y a moyen aussi d'utiliser des techniques biochimiques, par exemple l'analyse de certains acides gras qui sont spécifiques à certaines espèces, mais il n'est pas évident d'aller jusqu'à l'espèce, justement. On peut dire le groupe d'animaux qui sont mangés, mais pas nécessairement jusqu'à l'espèce. Même chose, par exemple, pour les isotopes stables. Donc, les isotopes stables, ce sont, par exemple, des molécules de carbone, par exemple, ou d'azote, dont certains types, en fait, ont un niveau atomique légèrement différent, et en fonction des ratios de carbone normal et de ces carbones un peu particuliers, ou d'azote normaux et d'azote un peu particuliers, eh bien, il est possible de voir si les animaux ont un régime alimentaire, par exemple, plutôt herbivore ou plutôt carnivore, ou quel type de nourriture, s'ils ont un régime alimentaire carnivore, cela peut être. Mais ce sont souvent des approches qui sont quand même très générales, très globales, et on ne peut pas aller au niveau vraiment de l'espèce, quoi. On ne peut pas avoir une information extrêmement précise. Et donc, depuis quelques temps, là, depuis un an ou deux, eh bien, il existe une nouvelle méthode qu'on appelle le séquençage à haut débit. Alors, en anglais, c'est le Next Generation Sequencing, ça fait très très bien, donc le séquençage de nouvelle génération. Et donc, en fait, c'est une méthode en fait, qui permet de littéralement, lorsqu'on a un échantillon, d'amplifier toutes les molécules d'ADN qui sont présentes dans cet échantillon et de l'amplifier en des centaines de milliers d'exemplaires. Et donc, à partir du moment où cette technique existe, eh bien, il suffit de prendre, par exemple, un petit bout de fesse et on va le passer à la moulinette dans cette machine, je ne vais pas rentrer dans les détails. Eh bien, à la sortie de la machine, il sera possible de sortir des centaines de milliers de séquences d'ADN qui étaient contenues à l'intérieur des fesses. Et donc, à partir du moment où on a ces séquences d'ADN, on va les comparer à des ADN, à des séquences d'ADN qui sont présentes dans des bases de données qui existent sur Internet, des bases de données internationales, et qui vont nous permettre d'identifier de manière extrêmement précise eh bien, l'ADN de l'animal qui a été ingéré par l'ours polaire. Alors, de nouveau, ces recherches sont développées par mon ami Marie et Maxime Galland, qui est donc un ingénieur du CBGP qui est bien spécialisé dans cette discipline. Et donc la première technique, eh bien, voilà, c'est de récolter les fesses et la récolter de la manière la plus stérile possible. Vous voyez ici, on vient avec un sac plastique pour récupérer la fesse, parce que ces techniques de séquençage sont tellement précises que si on touche la fesse avec nos doigts, eh bien, il y a de fortes chances qu'on séquence de l'ADN humain, parce qu'il y aura des traces d'ADN humain qui seront présentes dans les fesses. Donc c'est vraiment extrêmement précis, extrêmement fin. Et donc un des gros dangers de cette approche, eh bien, c'est ces problèmes de contamination. Donc vraiment, une fois que les fesses sont collectées, il faut vraiment les préserver de la meilleure manière. Et donc on va séquencer, là on va amplifier et séquencer un tout petit morceau d'ADN de 100 paires de bases. C'est vraiment un tout petit morceau qui justement a pu se maintenir, a pu survivre au suc digestif du système digestif, et donc qui se retrouve encore dans les fesses. Vous savez, l'ADN est quand même assez résistant, et donc quelquefois on peut récupérer, même très fréquemment, des tout petits fragments d'ADN. Et c'est à partir de ces fragments d'ADN donc qui ont été récoltés ici sur 117 fesses, qui ont été collectées, vous voyez, sur une période de 6 ans, de nouveau par les collaborateurs de Peter et Peter lui-même. Eh bien, ces 117 échantillons de fesses donc, ont été amplifiés, ont été séquencés, sont passés donc, par cette machine de séquenceur 454, et puis après, toutes ces séquences donc, ont été comparées, donc c'est donc ces grandes bases de données, grâce à un logiciel qui a été mis au point là-bas au niveau du CBGP. Et donc, ceci est vraiment intéressant, parce que ça a permis de mettre en évidence, vous voyez ici, des centaines de séquences, et vous voyez, en fait, ici, eh bien, on a des noms de toute une série d'espèces, et on se rend compte en fait que toutes ces espèces, eh bien, présentent des différences. Vous voyez, cette espèce-ci va avoir, voyez, alors bon, je ne sais plus à quoi ça correspond parce que naturellement c'est une figure très raccourcie, mais voyez ici, telle espèce va avoir du bleu présent ici et du vert présent ici, alors que l'autre espèce aura du bleu ici, alors que l'autre n'aura pas. Donc on a vraiment une espèce de barcoding, de code-barre comme on a quand on va à l'Intermarché et qu'on voit nos boîtes de biscuits, où il y a le code-barre noir et blanc. Eh bien, grâce à cette technique, on a un véritable code-barre génétique qui permet d'identifier chaque espèce qu'on va retrouver au niveau des animaux. Et donc à partir de là, eh bien, bon, ça c'est des résultats vraiment préliminaires, c'est vraiment juste pour vous montrer quelques informations qui ont été obtenues au cours des dernières semaines. Eh bien,
les 117 échantillons qui ont été analysés ont permis de montrer qu'une grande partie du régime alimentaire des ours qui étaient analysés était composée en fait de pinnipèdes, donc de 3 espèces de phoques. L'espèce la plus présente était le phoque annelé, Phoca ispida, vous voyez, qui représente quasi 90%, plus de 90% du régime alimentaire des ours polaires de cette région. Une autre espèce qui est le phoque barbu, Erignathus barbatus, et enfin le phoque vaumarin, le phoque commun, qui aussi représente environ 5% du régime alimentaire. Donc vous voyez, il a été possible d'identifier de manière précise ces échantillons. Puis après, autre échantillon intéressant, ce sont les canidés, donc à savoir du renard polaire, qui a été ingéré probablement par des ours polaires, et aussi du loup. Alors là, bon, il est difficile de savoir si les ours ont tué eux-mêmes ces animaux ou s'ils ont mangé des charognes. Ça, c'est un peu toujours le problème. Du bœuf musqué, bon, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il s'agit d'une espèce qui est présente dans la région, mais là aussi, est-ce que les ours les ont tués ou ont tué des animaux sauvages, enfin des animaux morts, et aussi quelques espèces d'oiseaux, comme par exemple le lagopède des saules ou des laridés, comme des goélands, qui étaient présents dans la région. Donc vous voyez, donc, on a déjà, grâce à bêtement quelques fesses, une idée très précise du régime alimentaire de ces animaux. Et donc en conclusion de cette petite présentation, je pense qu'on peut dire que la génétique de la conservation, donc l'utilisation de la génétique pour la conservation des espèces, est extrêmement utile pour complémenter d'autres approches qui sont associées à la biologie de la conservation, comme l'écotoxicologie, qui permet d'étudier donc les polluants, les effets du changement climatique, les relations avec les communautés locales, comme par exemple les Inuits. Donc c'est vraiment une approche complémentaire par rapport à tout ça. Il y a un intérêt particulier par rapport aux approches non invasives qui permettent de ne pas déranger les animaux. C'est-à-dire ces méthodes donc, sont actuellement très prometteuses par rapport aux résultats qui ont déjà été obtenus. Et ils ont déjà d'ailleurs permis de proposer différents outils non invasifs pour étudier les densités de population, le sexe ou le régime alimentaire. Et ces approches, naturellement, seront élargies dans le futur sur un beaucoup plus grand échantillonnage, et peut-être d'autres régions si d'autres personnes sont intéressées. Et donc définitivement, ces résultats sont absolument essentiels pour développer les meilleures mesures de gestion pour l'ours polaire, puisqu'il faut absolument connaître l'espèce qu'on étudie pour pouvoir naturellement au mieux la préserver. Et enfin, voilà, ce genre d'études m'a permis aussi de découvrir ce genre de bestiole qui restera, à mon avis, un souvenir qui partira avec moi lorsque je mourrai, parce que c'est vraiment, toutes les personnes qui ont vu les ours polaires, à mon avis, ont la même sensation de force et qui est assez époustouflant. Et tous mes espoirs sont que ces petites informations-là permettront peut-être un jour de préserver, de sauver cette espèce d'une extinction peut-être annoncée. Voilà, je vous remercie beaucoup.